Radio J. Sepharim, Michel Zerbib. Radio J. Sepharim, votre magazine sur les livres. Le livre, parfois, on parle des conversations libres avec des auteurs, des écrivains, des essayistes qui utilisent plutôt la parole plutôt que le glaive, comme on dit dans la Bible. Aujourd'hui, on est très heureux de recevoir, on peut dire, un couple littéraire. Et je vais tout de suite les saluer avec un livre tout à fait remarquable, émouvant et fort, dont on va parler dans cette émission. Mais on va être obligé aussi d'évoquer c'est les événements inouïs qui se sont passés en Israël avec nos deux invités, Evelyne Askolovitch et Claude Askolovitch. Bonjour. 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 Qui ne sont autres que des mamans et fistons. Je confirme. C'est vrai. C'est ça. Ce livre, se souvenir ensemble, alors quand on vous a invité, évidemment, comme tout le monde, c'était avant les événements en Israël. Dans la mesure où, il faut le redire, dans ce livre, vous parlez d'un témoignage exceptionnel, un des rares aujourd'hui, c'est-à-dire de la déportation de vous, Evelyne Askolovitch, toute petite, à l'âge de 4 ans. 4 ans et demi. Et évidemment, c'est ce qu'on a appelé la Shoah. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ce qui s'est passé en Israël le 7 octobre, c'est un épisode, on peut dire, postérieur à la Shoah, mais un épisode shoatique, Claude? Non, c'est indécent. C'est d'une indécence même de le penser. C'est indécent par rapport à ce qu'est l'État d'Israël, c'est indécent par rapport aux morts de la Shoah, c'est indécent par rapport aux morts des kibbutzim, de Sderot et autres villes qui ont droit à leur propre histoire. Non, c'est un massacre. Ce n'est pas non plus un pogrom, je suis navré. Non. Un pogrom était des massacres que perpétraient des gens sur des villageois juifs en Europe de l'Est qui n'étaient pas citoyens d'un État qui les protégeait. La police, l'armée dans l'Empire russe accompagnait les pogromistes. Là, c'est pas le cas. Non, c'est un drame absolu, c'est un massacre, c'est une barbarie, c'est une action terroriste. Un crime de guerre, comme disent les autres, mais c'est un acte terroriste d'une violence inouïe et inédite dans l'histoire de l'État d'Israël. Ça se passe à l'intérieur d'un État constitué, qui a un gouvernement, une armée qui a été défaillante, gouvernement et armée, ce qui a permis aux brutes et aux monstres de massacrer des gens. Et ce gouvernement et cette armée, aujourd'hui, font la guerre et tuent d'autres personnes à Gaza. On n'est absolument pas dans le registre ni de la Shoah, ni du pogrom. C'est suffisamment... Ma sœur vit en Israël, elle a vécu dans un kibbutz du Sud, j'ai des 2 nièces et un neveu qui sont israéliens. Ils n'ont pas besoin de ces références-là pour savoir qu'ils vivent des événements traumatisants. Alors ça, c'est le journaliste, l'analyste, mais aussi le frère d'un habitant dans l'Israël qui parle. Mais le juif et le sioniste. Evelyne, vous, une rescapée de la Shoah, quand on dit c'est un épisode de la Shoah, vous diriez comme Claude, non, c'est pas ça, c'est un pogrom. C'est un pogrom, c'est un massacre, c'est une horreur. Et je vois que ce que ça a fait dans la tête et le corps et le cœur des Israéliens de gauche. Ma fille m'a dit qu'elle a perdu tous ses repères. Et aujourd'hui, vous êtes chaque jour, Evelyne, vous nous le disiez hors antenne, vous êtes comme la plupart des gens, je pense, enfin, la plupart des Juifs et j'espère d'autres, focalisés sur ce qui se passe en Israël, puisque la plaie est encore purulente et surtout les otages. Je suis désespérée, voilà. Je suis désespérée, je suis malade. Je me couche avec, je me réveille avec. Et c'est horrible. Voilà. Et les enfants, ce qui se passe avec les enfants, qui sont entre les mains du Hamas, à Gaza, n'importe où, je suis malade. Il n'y a pas d'autre mot, je suis malade. Et je suis malade par le malheur de ma fille, de mes petits-enfants. Claude ? L'État d'Israël, nous venons d'une famille, mon père, Roger Asco, oui. Le mari d'Evelyne, longtemps directeur de l'Arche. Oui, on dit pour nos auditeurs, parce que je comptais vous présenter plus généralement. C'est une légende de la presse juive, en particulier votre père Roger Asco. Et c'était aussi à une époque, c'était pas majoritaire en France, un des premiers militants sionistes qui organise les manifestations de la communauté en soutien à Israël en 67. Donc je viens de cette histoire-là. L'État d'Israël avait été créé pour que cela n'arrive pas.
des gens se fassent massacrer. C'était censé prémunir ce genre de choses. Ce n'est pas on voit ce qui s'est passé. Et l'État d'Israël aussi, dans l'esprit de Herzl, dans l'esprit des fondateurs, n'était pas non plus destiné à devenir un État qui attaquait dans sa défense, massacre des gens. Donc c'est un drame absolu. Il y a un de nos sages, Hillel, qui a eu cette phrase qu'on cite souvent, mais de manière incomplète. Si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Je souscris, je suis avec Israël, ma sœur, mes neveux et nièces. Et Abbot. Mais si je ne suis que pour moi, que suis-je? Et suivant l'enseignement de notre maître Hillel, et par fonction, étant journaliste, je suis confronté aux nouvelles qui arrivent de Gaza. L'État d'Israël, dans l'esprit de ses fondateurs, même si la guerre d'indépendance fut terrible, et dans l'esprit aussi des gens des kibbutzim du Sud, qui étaient des gens de paix, n'était pas destiné à faire ce que l'armée israélienne fait, contrainte et forcée sans doute, mais fait... Contrainte et forcée, vous le dites quand même. Contrainte et forcée parce que c'est la guerre, mais il n'en reste pas moins vrai que c'est d'une cruauté insensée. Il y a deux sortes de cruauté qu'on peut subir quand on est un peuple, et je me considère comme membre de ce peuple, même si vivant en France. Les cruautés qu'on subit, que vous font subir les autres, donc les monstres du Hamas, et les cruautés qu'on inflige aux autres, et on n'en est pas indemne. Je fais partie des gens qui pensent qu'Israël n'est pas indemne des colonisations, quand bien même Israël fut agressé. Vous dites pas que, comme on entend quand on lit partout, Claude Oskolovic, le Hamas c'est Netanyahou? Non, le Hamas n'est pas Netanyahou, mais Netanyahou a protégé le Hamas parce que ça l'arrangeait plus que l'autorité palestinienne. C'est de la politique, ça ne m'intéresse pas. En vrai, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux dire, c'est que dans l'événement traumatique que subissent les Israéliens et ma famille, mes amis, il y a deux choses. La mort qui les a frôlés et qui les a touchés, frôlés pour ma famille heureusement, et touchés malheureusement pour des centaines, 1500 personnes à côté, les tortures, les corps démembrés, la profanation des cadavres, tout ça on connaît ça dans l'histoire juive, d'une part, mais il y a également le traumatisme d'un pays qui croyait qu'il pouvait vivre, sinon en paix, du moins dans le calme, et qui se retrouve plongé dans une atrocité terrible. Quiconque lit les témoignages de soldats des guerres précédentes d'Israël ou a vu les films, sait qu'on n'est pas indemne de ce qu'on fait. Et cela abîme, et cela fait mal, et cela détruit, et cela empoisonne. Et ça, c'est la réalité d'une création étatique de l'État d'Israël. Alors, on va pas débattre aujourd'hui, Claude Oskolovic, on vous entend dans votre analyse profondément. Un des plus beaux jours de ma vie, public ou personnel, ce furent les accords d'Oslo. Je sais ce qui a été perdu, je sais comment Rabin a été assassiné, je sais comment le Hamas, déjà, tué des gens dans des attentats en Israël, et je sais quel a été le rôle de Netanyahou à l'époque. Mais encore une fois, c'est juste une tristesse qui aura accompagné mon existence d'homme adulte. Absolument. On ne pensait pas, notre génération, vivre un événement de cette sorte. Je parle pour le peuple juif. Ça résonne infiniment avec vous et votre passé, Evelyne Oskolovic. Je rappelle peut-être, ou je dis pour nos auditeurs, qu'en plus vous êtes une militante sioniste de longue date, une militante de la communauté juive aussi, militante de gauche, on va dire, parce que vous avez, avant ces événements, manifesté, je crois, en Israël contre le gouvernement. Manifesté quand j'allais voir ma fille, et j'y allais régulièrement. Et depuis qu'il y a les manifestations, j'ai manifesté avec elle, avec un drapeau d'Israël sur mes épaules, et j'ai manifesté. Et moi, j'ai le souvenir, j'ai vécu la création de l'État d'Israël en 1948. J'avais 10 ans, j'avais presque 10 ans. J'étais avec mon père dans la salle de concert à Amsterdam, et on avait entendu par les radios la création de l'État d'Israël. Et mon père s'est tourné vers moi et il a dit « Nous avons un État ». Et cet État était un État qui était beau, qui était juste, qui accueillait. Et ce qui s'est passé là, mais je crois qu'il vaut mieux qu'on parle du livre. Oui, non, mais vous avez bien compris qu'il est difficile d'échapper à ce commentaire qui terrible. Nous impacte tellement. Et je sais que quand Rabin a été assassiné, j'ai été avec j'étais 2 mois après, j'étais avec ma fille, et j'ai dit, mais je crois que là, les gens ont compris, et elle m'a dit, pas du tout, ils auront oublié. Parce que je pensais, il y avait eu toute la campagne contre Rabin à cause des accords d'Oslo. Oui. Et il a été assassiné, et je me suis dit, maintenant les Israéliens, ils ont compris ce que ça veut dire d'être contre
Eh bien non, ils n'ont pas compris. Ça, c'est une chose. Mais là, ce qui s'est passé, c'est horrible. C'est atroce et je ne peux pas dire non plus que je saute de joie que les enfants, les gens de Gaza sont massacrés. Ce qu'il faut dire, je crois, que le Hamas ne représente pas les Palestiniens, point barre. Le Hamas s'en fout de sa population, comme de l'an 40, et quelque part, même les États musulmans, ils s'en foutent des Palestiniens, ils n'ont pas envie de s'en occuper, c'est juste, ils crient, et je crois que le peuple palestinien, pas le Hamas encore une fois, le peuple palestinien n'a personne qui le défend, et la seule chose de positive qui pourrait sortir de ce malheur, de ce massacre, de cette horreur, de ce cauchemar, c'est qu'il y a un État palestinien à côté de l'État d'Israël et qu'enfin ça se réalise. Nous sommes en compagnie de Evelyne Askolovitch, de Claude Askolovitch, la mère et le fils, et on va parler bien sûr plus précisément du livre pour lequel ils sont aussi là, ça s'appelle « Se souvenir ensemble ». Un épisode de la déportation, mais vous le dites, Claude, dans certaines interviews, vous dites c'est surtout pas un livre de témoignages sur les camps, un livre sur la déportation? C'est un livre sur la fracture d'une famille. Evelyne le raconte mieux que moi. Evelyne témoigne dans des écoles depuis 2015-2016, un rythme intensif au point de s'épuiser. Et moi, j'étais son fils un peu perplexe, car tout en ayant toujours su que ma maman avait été déportée, ce n'était pas quelque chose dont on parlait ou dont elle parlait en famille. J'ai appris la Shoah autrement, pas en passant par elle. Un jour, pour plein de raisons, parce que sa vie l'avait amenée à ce stade-là, elle s'est réappropriée sa mémoire et s'est mise à témoigner. Et de fil en aiguille, nous sommes retrouvés, sans le vouloir ni elle ni moi, à écrire un livre ensemble. Et nous avons dû apprendre à nous parler, apprendre à respecter la liberté de l'un et de l'autre. Et vous choisissez non pas un témoignage filmé, oral, mais un livre. C'est pas anodin, c'est important. C'est vrai qu'on est dans l'émission Sépharim. Il fallait passer par l'écrit comme une médiation. C'est un livre qui, évidemment, parle de Westerbork, le camp hollandais de Bergen-Belsen, où ma maman était. Ça parle de l'éradication du judaïsme hollandais. Ma maman est née en Hollande. Mais en réalité, c'est un livre sur les fractures de la mémoire dans une famille à partir de la Shoah. Une femme, Evelyne, habitée par la Shoah, mais dans ses cauchemars, ayant repoussé ses souvenirs. Des gens, ses enfants, ma sœur israélienne, moi français. Et vous ne le sentiez pas à l'époque en tant qu'enfant? Tu vois rien, tu parles pas à ta mère. Tu parles pas à ta mère, tu parles pas à tes parents, c'est affreux. Nous sommes, elle, 85 ans, jeune, et moi, vieil homme de 60 ans, enfin parvenus à nous parler et à parler de tout ce que cet événement d'un traumatisme absolu nous a fait à tous. Mais quand c'est nous, c'est elle. C'est mon grand-père décédé, son papa, c'est ma grand-mère décédée, sa maman, c'est mon père qui est décédé, mes enfants, les enfants de ma sœur. Comment reconstituer une famille, un souvenir partagé en famille? Ce souvenir ensemble, c'est pas juste nous deux, à partir de quelque chose qui est atroce et qui a longtemps été refoulé. Ce souvenir ensemble, oui, Evelyne. Une toute petite parenthèse, que je vais dans des écoles, mais pas dans les écoles juives. Les écoles juives. Pourquoi? Non, parce qu'ils n'invitent pas. Elle rêverait d'y aller. Ah, c'est ça. Non. On m'invite pas dans les écoles juives. Ça les intéresse apparemment pas du tout. C'est quelque chose d'absolument fou. Bien, si les professeurs, les parents d'élèves nous écoutent en ce moment, il faut qu'ils lisent ce livre, Se souvenir ensemble, et surtout qu'ils vous invitent dans les écoles, Evelyne. Voilà. Je vais poser la question que j'aurais dû poser dès le départ. Ce livre, c'est sur votre témoignage d'une petite fille, peut-être un des cas rares de survivants d'une déportation à votre âge. 4 ans. Oui, 4 ans et demi à 6 ans. 4 ans et demi, 6 ans et demi. Vous vous trouviez où à l'époque? À 4 ans et demi, on a été pris. On a été d'abord dans mes parents dans un théâtre. C'était le Hollandse Schouwburg, le théâtre hollandais où on parquait tous les juifs avant de les envoyer dans les camps. Et moi, immédiatement séparée de mes parents dans une crèche qui était en face de ce théâtre. C'était la première séparation. Je crois que les parents, d'où vient ce malentendu pour les parents après-guerre qui pensaient que les enfants n'étaient pas concernés, qu'ils n'étaient pas dans le coup, c'est qu'ils ne se rendaient pas compte, je
pense que mes parents ne se sont pas rendus compte que quand on m'a séparée d'une seconde à l'autre, eux dans le théâtre, moi dans la crèche en face, parce que ma mère écrit « Evelyne est dans la crèche, comme ça elle pourra dormir ». C'était, ils ne se rendaient pas compte que ça devait être terrible. Et ensuite, j'ai été au bout de 2 semaines, on a été envoyé dans un camp de concentration. Il avait la dénomination de concentration hollandais à Furt, où en arrivant du train de bestiaux, on a séparé les hommes, les femmes et les enfants. Deuxième séparation, où je suis restée dans la baraque des enfants. Le camp était un camp de concentration où 90% des enfants sont morts. 90% des enfants de Furt sont morts de maladies, de malnutrition, de faim et de misère. Et c'est là où j'ai vraiment failli mourir. Et puis de là, on est envoyé dans un camp de déportation. Là, moi, j'ai fermé la porte. J'ai fermé la porte de ma mémoire. C'était trop dur. C'était trop difficile. J'étais trop malade. Bien sûr, en tant que petite fille, vous ne pouviez pas imaginer où vous étiez, ce que vous faisiez. Non, je crois que j'ai vraiment... je ne supportais plus. Et aussi. Un enfant de mon âge... Michel, vous avez noté, Evelyne dit « je crois ». À un moment donné, c'est le destin de ma mère, elle est déportée à 4 ans, elle ferme sa mémoire, sinon elle mourrait, et elle a très peu de souvenirs. Ferme sa mémoire pour se protéger, naturellement. Oui. Comme un enfant en état de choc. Comme un enfant en état de choc. Et il reste à ma maman des images. Une petite fille qui chante dans un baraquement et elle lui dit qu'elle chante faux. Oui, non, je parlais pas de Furt, je parlais d'après à Bergen-Belsen. La peur de voir son père mourir, le souvenir de sa mère forçant son père, mon grand-père, à se lever alors qu'il avait été battu dans le camp parce qu'il devait se lever pour être présent à un appel où la Croix-Rouge repérait des gens qu'elle allait évacuer parce que mes grands-parents avaient des faux papiers latino-américains, c'est pour ça qu'ils ont survécu, c'est pour ça que je suis là. Evelyne a des flashs. J'ai connu les gens de la communauté juive qui l'ont connue, militante pour les juifs du RSS, allant à Minsk et à Moscou, épouse de Roger Ascot, donc militant sioniste et communautaire, l'accompagnant. Les femmes juives qui cherchent à avoir un divorce et qui sont prisonnières de leur mari, Léa Gounod, la connaissent comme étant une combattante avec la femme du grand rabbin Bernheim, avec le grand rabbin Corsia. Mais Evelyne, jusqu'à une date très récente, 2015-2016, ne s'est jamais présentée pour ce qu'elle était aussi. Quelqu'un qui était passé par les camps. Toute la mémoire avait été prise par ma grand-mère, qui est morte à 104 ans, qui avait sauvé la vie de sa famille en la portant dans les camps, et qui après s'était accaparé le récit familial. Mais chacun dans son coin. Evelyne n'y touchait pas, tu te souviens? D'ailleurs, vous dites dans le livre, Evelyne, que vous ne vouliez pas relire ou lire même les livres de votre mère pour pas être en quelque sorte parasité dans votre récit. C'est-à-dire, je voulais avoir, à partir d'un certain moment, je voulais avoir mes souvenirs. Donc, je n'ai pas, consciencieusement, je n'ai pas lu le livre de ma mère. Je l'ai lu jusqu'au début des camps et je ne voulais pas. Et je voulais aussi appartenir à quelque chose. Moi, j'ai été déportée des Pays-Bas, pas de France. Je n'avais personne autour de moi. Les gens qui militaient, qui parlaient, qui témoignaient. J'ai voulu appartenir à quelque chose. Je me suis d'abord tournée vers les fils et filles de déportés parce que je connaissais le président. Klarsfeld. Oui. Qui connaissait le président. Et j'ai demandé si je pouvais appartenir chez lui. Je voulais aussi appartenir à quelque chose. Oui. Et d'abord, il a dit, mais oui, c'est très bien, quel transport? J'ai dit, moi, c'était des Pays-Bas. Il a dit, bon, non, c'est pas pour moi. Et je me suis tournée vers Ijo Rosenman, ancien déporté. Ijo Rosenman. Oui. Voilà. Et j'ai dit, comment tu fais, toi? Parce que moi, mes souvenirs, il n'y en avait pas. J'ai dit, comment tu fais pour ne pas être mal, comme je suis mal en ce moment? Alors, il a dit, moi, c'est très simple, Evelyne. J'ai fait une psychanalyse pendant 12 ans. Ça va très bien maintenant. J'ai dit, écoute-moi la psychanalyse. Donc, j'ai laissé tomber. Et ça m'a rattrapé à un âge plus avancé
qu'il fallait quand même si mes souvenirs étaient parcellés et pas... Je trouvais qu'ils étaient vraiment pas très importants. Mais c'est mon mari qui m'avait dit, quand j'avais écrit quelques maigres souvenirs à l'âge de 50 ans, il a dit pas tout le monde a eu 6 ans à Bergen-Belsen. C'est vrai, c'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, vous aussi, vous militez en quelque sorte pour une dimension, c'est-à-dire de rappeler ce qui s'est passé en Hollande, qui est tout à fait différent de ce qui s'est passé en France, vis-à-vis des enfants, par exemple. Oui, parce que je ne parle que de ça. Parce que quelque part, aux Pays-Bas, la Shoah, non, ça n'a pas vraiment existé. Il n'y a rien. Il y a la maison d'Anne Frank. Ça, bien sûr, il y a Anne Frank. Et je dis toujours qu'Anne Frank est un arbre qui cache une épaisse forêt de 102 000 morts. 102 000 morts, 102 000 personnes, hommes, femmes, enfants qui ont été assassinés. 75% de la population juive. C'est ça que je voulais dire, c'est la différence avec la France. On a quand même sauvé le plus d'enfants. C'est le miroir. En France, 25% ont été assassinés et 75% ont été sauvés. Aux Pays-Bas, 75% ont été assassinés et 25% ont survécu. La Shoah n'est pas enseignée aux Pays-Bas. Alors même qu'elle s'est appliquée de manière beaucoup plus réelle, au sens de l'annihilation. Elle n'est pas dans les livres de classe. Voilà, c'est sans doute nos auditeurs qui vous écoutent découvrent ça. Non, c'est pour ça que je le raconte. Non, mais ce qu'on ne sait pas, juste avant ça, ce qu'on ne sait pas ou ce qu'on sait peu, la ville d'Amsterdam, avant la Deuxième Guerre mondiale, était comparable aux grandes villes d'Europe de l'Est, Varsovie ou Łódź, c'est-à-dire que le judaïsme, la population juive, était une composante essentielle et importante de la ville. L'Ajax Amsterdam a aujourd'hui le club de football, des supporters qui brandissent des drapeaux israéliens. C'est pas par fantasme ou parce qu'ils sont sionistes. Le club des Juifs. C'était le club issu de la communauté juive d'Amsterdam et à l'époque ça comptait. C'était important. Les Juifs étaient intégrés dans toutes les couches de la population. Ils étaient vendeurs de harengs sur les marchés. Ils étaient ouvriers, prolétaires. Voilà. Et ça a été éradiqué. Ce qui est intéressant, c'est quand ma maman m'emmenait en vacances aux Pays-Bas quand j'étais petit, voir mes grands-parents, nous ne le savions pas, et je crois que même toi, tu ne le savais pas. Non, je ne le savais pas. Ça s'est su petit à petit par un monsieur. Le mur des noms qui a été inauguré 75 ans après la fin de la Shoah et après 12 années de procès. Le voisinage a fait des procès en disant qu'il ne voulait pas qu'il y ait un mur chez eux. À la rigueur sous terre, parce qu'il y avait le projet, il y avait l'argent. C'est le monsieur qui a fait le monument à Berlin, qui le faisait gracieusement, et le voisinage a dit non. Et c'est pas tant la mort des Juifs hollandais qui est oubliée, c'est leur vie auparavant. Le fait qu'Amsterdam était une ville où vous, moi, nous nous serions sentis totalement familiers. Et ça n'existe plus. Rasé. Comme nos grandes villes, ou comme dans un quartier juif du Maroc, ou comme... cette vie juive a disparu. La mort n'est qu'une conséquence. Ouais. Mais les Hollandais ne se souviennent même pas de cela. Les Polonais, au moins, se souviennent qu'ils furent en grande partie juifs avant tout cela. Se souvenir ensemble, c'est le titre de votre livre. On voit le dialogue qui continue aussi sur les plateaux de télévision et les radios avec vous. On est passionné par vos récits, vos analyses, qu'on retrouve dans ce livre magnifique qui s'appelle « Se souvenir ensemble ». Alors, on a une coutume dans cette émission, puisqu'il s'appelle Sépharim, de parler aussi, non seulement du livre qui vous amène jusqu'ici, mais aussi en général de la littérature. Mais auparavant, vous avez choisi, Evelyne, une musique qu'on va écouter, fameuse chanson de Moustaki. Vous nous direz pourquoi vous avez voulu écouter cette chanson. Vous écoutez Radio J. Radio J. Pendant que je rêvais, les aiguilles ont tourné. Il est trop tard. Mon enfance est si loin. Il est déjà demain. Passe le temps. Il n'y en a plus pour
pendant que je t'aimais, pendant que je t'avais, l'amour s'en est allé. Il est trop tard, tu étais si jolie, je suis seul dans mon lit. Passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps. Ah oui, c'est beau, la voix de Orlika et celle de Georges Moustaki, Evelyne Askolovitch qui est avec nous dans cette émission, en compagnie de son fils Claude. D'ailleurs, dans les pauses, vous continuez à dialoguer, ça c'est très juif aussi, de débattre et de vous contredire un peu. Elle prétend ce qui est une fake news que je l'interromps. Pas du tout, je la complète. Evelyne, pourquoi avoir choisi cette chanson? D'abord, je l'aime, et ensuite, je trouve qu'avec Orlika, et que ça se termine d'ailleurs en hébreu, oui. C'est absolument délicieux, et c'est la vie. Parce que c'est vrai qu'il était vieux, qu'elle était jeune, qu'elle est partie, mais la chanson est divine, et donc je l'aime beaucoup. Voilà, il n'y a pas d'autre raison. Il n'y a pas d'autre raison, mais c'est une raison importante. Et la dernière question que je vais vous poser dans cette émission, ça aussi c'est une tradition, puisqu'on parle des livres juifs, des livres à thématique juive, des auteurs, des écrivains, etc. Claude, d'abord votre choix, si vous deviez recommander un livre, indépendamment de celui-ci bien sûr, à nos auditeurs, vous diriez quoi? Recommander. Si on veut se souvenir de ce qu'était l'amour des Juifs pour la France, Les Eaux mêlées de Roger Icor, c'est très vieux. Ouais. Si on veut se souvenir de la mémoire reconstituée, le livre d'André Schwarzbart, Le Dernier des Justes. Magnifique. Ce sont des vieux livres. Si on veut comprendre ce qu'aurait pu être notre dialogue et ce qui n'a pas été, la bande dessinée de Spiegelman, Maus. Quand on a commencé à essayer de parler ensemble avec ma maman, c'est très dur, je lui disais, faut pas qu'on fasse Maus avec ce père rescapé d'Auschwitz, Vladek, et son fils totalement dingue, ouais. Art Spiegelman, je suis totalement dingue, sans doute moi aussi. Nous, on a réussi à s'entendre à un moment donné. Je dis pas que Vladek et Art ne s'aiment pas, nous nous aimons aussi une et moi, mais à un moment donné, on a réussi à accepter ce qu'on était l'un l'autre. Elle a arrêté de me dire que j'ai mauvaise mine et que je suis très fatigué au moment où on doit travailler ensemble. Voilà pour le choix de Claude Askolovitch. Evelyne? Moi, le livre, c'est un livre d'Amos Oz, et je ne connais pas le titre en français. Une histoire d'amour et des ténèbres. Oui, c'est ça. Sur ses souvenirs d'enfance. Et c'est ce que j'ai adoré. C'était vraiment l'Israël d'avant, parce qu'il y a quelques pages, c'est que les parents de Amos Oz n'avaient pas le téléphone quand ils sont venus dans le pays, et le papa Oz avait un frère qui habitait quelques kilomètres plus loin. Non, sur la côte, non, à Tel Aviv, je sais plus. Oui, enfin, oui. Toujours est-il qu'il se téléphonait. Mais personne n'avait le téléphone, alors c'est décrit, et c'est qu'il s'écrivait. Je vais te téléphoner vendredi à 15h, alors viens chez l'épicier de ton village. Et eux aussi, toute la famille, ils allaient ensemble chez l'épicier qui avait un téléphone. Alors le téléphone sonne, il décroche et alors le papa dit à son frère « Bonjour, tu vas bien ?» Et le frère, apparemment, il répond « Oui, nous allons bien et vous aussi ?»« Oui, nous aussi, on va bien. Bon, on se téléphone dans une semaine. » Et il raccroche. Et c'est ce qui se passait quand moi j'étais petite, quand il n'y avait pas le téléphone non plus, qu'il fallait passer par une standardiste. Absolument. J'ajoute, mon père, qui était donc Roger Asco, journaliste et aussi écrivain, qui voulait être, et qu'il a été en grande partie le Balzac de la communauté juive. Son premier livre s'appelle « Les Juifs meurent aussi ». C'est une fresque sur le judaïsme des années 50-60, qui est magnifique. Son deuxième bouquin s'appelle « Les enfants du square des Vosges ». C'est le moment où la France bascule en 1940, quand nous allons être vaincus par l'Allemagne. Il y a des bandes de gosses qui jouent à la guerre. Parmi eux, des gosses juifs, c'était son enfance. Les enfants du square des Vosges, ça se trouve chez les bouquinistes, ça se trouve... Dieu sait où. Il faut le retrouver. Vous faites œuvre de piété filiale. Non seulement rappelez ça, et avec ce livre formidable... aujourd'hui, on aurait aimé vous garder mais pas seulement parce qu'il avait réussi à nous raconter tel que nous ne sommes plus. Absolument. Merci infiniment, en tous les cas, d'avoir été avec nous.
dans Sépharim. On aurait pu continuer à parler pendant au moins 1 heure avec vous. Se souvenir ensemble, Evelyne et Claude Askolovitch aux éditions Grasset. À très bientôt sur Sépharim. Toda. Merci. Sépharim, Michel Zerbib. Radio J.